M. l'abbé Boubé exerce actuellement son ministère à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, mais depuis son ordination, il a eu l'occasion de s'occuper pendant de nombreuses années de jeunes, d'enfants, d'adolescents. M. l'abbé Boubé a été directeur de l'école Saint-Bernard pendant des années, du temps où l'école était à Courbevoie. M. l'abbé Boubé a aussi dirigé l'école Saint-Michel, et à l'occasion de ces divers ministères, il s'est beaucoup penché sur les questions de pédagogie et d'éducation. Bien, chers amis, c'est toujours une grande joie de voir qu'une œuvre se développe et de voir cette école Saint-Bernard sortie des sous-sols de Courbevoie pour avoir enfin droit à sa place au soleil. C'est manifestement une très grande joie et c'est donc avec un vrai bonheur que je viens vous adresser ces quelques mots. Mon but aujourd'hui n'est pas de faire des considérations sur la société en général, pour vous dire que tout va mal de façon générique. C'est vrai, et vous le savez. Mais c'est plutôt de nous amener à une réflexion personnelle sur notre mode de vie, sur nos micro-sociétés, que sont nos familles, nos lieux d'études, notre travail professionnel. Car finalement, si j'aborde ce soir le monde des écrans, c'est que ce monde des écrans est le nôtre. C'est celui dans lequel nous travaillons, nous sommes obligés de travailler, nous sommes immergés, et nous avons des jugements et des choix à faire perpétuellement par rapport à ce phénomène. C'est donc plutôt pour nous. Je pars de la supposition que vous êtes, que nous sommes gouvernés par la raison, et non par nos impressions, pas même par ce qui se fait par tous les gens. Nous ne cherchons pas à être à la mode. Et je pars aussi de la supposition que vous êtes contre le mal consenti et répétitif. Car c'est un sujet dont nous allons parler. On n'aurait pas l'idée de remettre indéfiniment les doigts dans une prise de courant après avoir reçu la première décharge. Bien évidemment que, instruite cette décharge, on ne recommencera pas. Or, dans le mal moral, nous n'agissons pas toujours de la même façon. Dans bien des familles, dans votre entourage, vous pouvez avoir l'impression d'être entouré de gens qui subissent un mystérieux dédoublement de la personnalité, qui éprouvent des difficultés à établir un contact, qui sont renfermés dans leur coin, certains qui distinguent mal le réel de ce qui ne l'est pas, d'autres que s'ils se désintéressent de leur travail, de l'habillement, de l'hygiène, du ménage. D'autres ont des troubles de la connaissance, de l'attention. Tels sont des petits phénomènes qui sont devenus actuellement extrêmement fréquents dans les gens qui nous entourent. Mais ouf, me direz-vous, ce n'est pas mon cas. Dans ma famille, on éduque bien, on veille sur les enfants, on leur fait faire le travail le soir, on leur limite le nombre des films, et donc tout va bien. Cependant, vous avez peut-être autour de vous quelques zombies, enfants directs, neveux, cousins, qui ont des comportements tout à fait surprenants que je vais vous décrire. Certains, par exemple, parlent avec un ami et pendant ce temps tapotent sur un clavier avec un autre. Ils font semblant d'être présents, mais ils sont comme dans un état second, ils vivent en même temps un autre irréel. Parfois, vous avez quelqu'un à table, peut-être est-ce le cas avec un de vos cousins, pendant qu'il vous parle, il a les mains sous la table. Il parle avec quelqu'un d'autre, sur un écran. Il y en a qui téléphonent à leur grand-mère, c'est très gentil parce que c'est très sympathique, tous ces grands moyens de communication. On peut maintenant voir la grand-mère qui est à 800 km, mais pendant qu'il parle avec la grand-mère est parfois surprise de réponses qui sont un peu dilatoires, éloignées, étranges. Car en même temps, sur un petit coin d'écran, il y a aussi une page Facebook qui vient de s'aligner, qui vient de s'animer, et puis un SMS qui vient d'arriver. Et donc la pauvre grand-mère, elle est sur les lignes avec beaucoup de monde. Et la course est difficile, d'autant plus qu'elle est grand-mère. D'autres sont dans le métro.
Ils sont entrés chez vous, ils sont très gentils, mais dans le métro, ils ont un air égaré, un peu niais, un peu halluciné, avec de grosses boules sur les oreilles, qui les obsèdent. Ce sont des écouteurs. Où sont-ils? À la fois dans le métro, à la fois ailleurs. Certains aussi croient travailler. Leur esprit est sans cesse en éveil. Ils me disent, c'est bien, ils sont attentifs à ce qu'ils font. Ben oui, ils sont attentifs parce que qui sait si le téléphone ne va pas biper? Qui sait si la page des réseaux sociaux ne va pas s'animer? C'est tellement plus passionnant qu'une dissertation. Un père d'élèves de la région m'avouait, il y a de cela 2 mois, qu'il a surveillé un de ses garçons faisant une dissertation en terminale. En moins d'1 heure, il a eu 11 interventions extérieures. On peut être étonné de la qualité du devoir de philo, mais il y a de fortes raisons. On comprend pourquoi les résultats scolaires ne sont pas toujours ce que l'on voudrait. Je ne parle même pas de ceux qui s'escriment sur des forums, sur Facebook ou autres, à écrire des niaiseries qui feraient pleurer leurs créateurs, qui pensaient leur avoir donné une intelligence. Ou à contrario, qui ont une suffisance qui ferait pâlir d'envie un professeur au Collège de France. Tout le monde s'étale, tout le monde s'exprime. Là aussi, je vous parle de choses que je connais. Il s'avère que, par nécessité, bien sûr, ne serait-ce particulièrement pour m'occuper des centres enfants de cœur de Saint-Nicolas, j'ai une boîte mail qui sert pour les enfants de cœur. Mais comme ils sont tous sur des réseaux, je vois tout à coup leur tête apparaître et distribuer aussi bien à la boîte d'enfants de cœur qu'à tout le monde toutes les niaiseries qu'ils échangent avec leurs camarades. C'est à pleurer, on pensait qu'ils avaient une intelligence, mais il en est ainsi. Quant aux rescapés, quand ils arrivent chez eux, les rescapés de ce naufrage, ne sachant pas quoi faire, les pauvres, parce que ça arrive, eh bien, ils se dirigent vers l'écran immédiatement, sans savoir pourquoi. On devrait avoir pitié, c'est un petit peu comme si, rentrant chez eux, ne sachant pas quoi faire, ils vont chercher leur brosse à dents pour se promener avec. Donc, il y en a qui font comme ça, ils ne savent pas quoi faire, bon, direction l'écran, sans intention précise. Ces quelques exemples ont pour but simplement de vous montrer que le mal que je veux vous décrire, ou en tout cas l'alerte que je veux vous donner, est une alerte qui nous touche tous et à laquelle il faut prêter quelque attention. Bien sûr, vous êtes des êtres communicants, dans tous les sens du terme, en ce sens que vous aimez recevoir des communications, recevoir des informations, vous aimez échanger, rien de plus normal. Il n'est qu'à relire Aristote même sur l'amitié pour s'en convaincre. Mais alors d'où viennent donc les désordres que nous venons d'évoquer? Simplement d'une radicale modification du concept de la communication. Une radicale modification de ce qu'on reçoit seulement, une radicale modification de la façon dont on échange et dont on communique, et je vous parlerai des deux, d'une part de ce que l'on reçoit, la façon dont nous nous informons, et d'autre part la façon dont nous échangeons. Et là, il faut reconnaître que les 30 ou 40 dernières années ont induit des changements très singuliers. Ce que nous recevons d'abord, les informations, la culture, le savoir qui est le nôtre, vous êtes assaillis d'images. Vous consultez tout sous forme d'images. Même vos ouvrages d'études, les ouvrages d'études des enfants sont illustrés. Et lorsque vous en avez assez du manque d'illustration, eh bien, vous allez voir un film ou vous parcourez Internet. Imaginez que vers les années d'entre-deux-guerres, ou même avant, un enfant qui était à la croisade eucharistique, par exemple, qui avait une dizaine, une onzaine d'années, on lui fournissait une petite revue, à peu près format A5, avec une vingtaine de pages. Vous qui connaissez maintenant tout d'Internet, probablement une police du type Times 9, 8. Il y en avait 20 pages. Et il y avait 4 dessins. Et les enfants les lisaient. Vous pouvez essayer de faire lire un opuscule de ce type-là, même pas à un enfant, à un adulte, et vous aurez bien du mal. Ce qui prouve bien qu'il y a quelque chose de changé. Et il s'est établi une mutation qui n'est pas à notre avantage. Elle date de l'après-guerre de 40, et plus encore de l'arrivée généralisée de la télévision.
Pourquoi? Parce que nous nous sommes habitués à une avalanche d'images artificielles qui modifient notre manière de connaître et qui a induit chez nous une forme de paresse intellectuelle dont nous ne nous remettons pas. Voyez-vous, une intelligence, elle parvient à ses premiers savoirs par les sens, par le toucher, par l'ouïe, par l'odorat, par la vue. C'est ainsi qu'un enfant parvient à connaître. Et de ces choses que l'on connaît par nos sens, on fabrique ce que l'on appelle des idées abstraites, universelles, ou, selon un terme plus technique, des concepts, qui sont des véritables miroirs du réel que nous avons formés à partir de ce que nous avons vu, senti, entendu. Et la particularité de l'homme, c'est cette intelligence capable de pensées abstraites qui correspondent au vrai qu'il a autour de lui, qui est fait d'un équilibre de l'utilisation de tous les sens. Imaginez un enfant qui naîtrait infirme de ses 5 sens extérieurs, il ne pourrait pas former de concept, car notre mode de fonctionnement, c'est de passer par nos sens pour fabriquer les idées. Il est vrai qu'on peut arriver à faire progresser l'intelligence en exigeant d'elle de se passer un tout petit peu de ses sens, de faire un effort plus grand. C'est le cas de la lecture. Et il faut reconnaître que la lecture, au cours des siècles, a permis, et l'écriture est un symbole, un signe des civilisations les plus élaborées. Car on va un petit peu au-delà et on commence à jongler avec les concepts sans plus passer par l'image. Et l'intelligence s'exerce. Et de ce fait, les meilleures civilisations sont des civilisations de l'écrit, où il y a beaucoup d'écrits. Qu'on utilise l'écriture, c'est une bonne chose. Et parfois, ou la lecture, parfois une image artificielle autrefois venait soulager l'intelligence, mais elle s'adressait à l'imagination. Prenons un exemple. On vous parle de la Belle au bois dormant dans son château, qu'on vous décrit avec ses tourelles rondes, cet air un peu de fumée mystérieuse, ses couleurs bleutées. Vous faites un effort. Vous essayez de l'imaginer, mais vous essayez de l'imaginer partant des idées que je vous ai données. Si brusquement, à la page suivante, en tournant votre livre, vous avez un petit croquis, une image, qui vous représente le château de la Belle au bois dormant, tout votre travail intellectuel s'arrête. Vous êtes d'un certain côté soulagé, c'est une petite halte, et vous êtes repassé dans l'ordre sensible. Au lieu d'être obligé de faire un effort, vous vous reposez. Nous savons donc que dans une image dessinée, une photographie, l'impression passionnelle de nos passions, la partie passive de notre part, est plus forte, le jugement moins grand, l'effort intellectuel plus faible. Si nous augmentons ce nombre des images, la connaissance qui va se produire alors sera globalement faite de ces représentations artificielles. Sachant que ces dernières touchent davantage l'imagination, donc la strate inférieure en notre être, et beaucoup moins la strate supérieure qui est celle de l'intelligence. Multipliez les images quand vous demandez un effort intellectuel, vous diminuez l'effort intellectuel et vous augmentez l'effort d'imagination. C'est ce qui se produit depuis qu'est arrivé le film, depuis que sont arrivées cette multiplication d'émissions de télévision, et la télévision qui rentrait dans les familles. Moi, je fais partie de cette génération où on était juste à l'âge où la télévision arrivait. Le directeur de mon école disait qu'il était capable, à la journée près, en voyant la manière dont travaillait un élève, à la journée près de savoir quand la télévision était arrivée à la maison. Modification complète de la manière de travailler. Et donc ça ne laisse pas la place à une assimilation intellectuelle, ça laisse une place surtout à l'émotif. Nous formons des concepts qui sont inadéquats, d'autant plus qu'une image, quand il s'agit de l'image, est nécessairement parcellaire. C'est un petit aperçu du réel, ce n'est pas tout le réel. Ce n'est pas comme lorsque vous rentrez dans une pièce, vous sentez l'odeur de cuisine, vous allez voir la cuisinière, vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Il y a tout un univers, c'est la totalité de l'univers qui vous permet de savoir où vous êtes et ce que vous faites. Une image, c'est nécessairement un choix. Et Dieu sait d'ailleurs que
on en fait largement usage pour l'information. Il me semble que c'est Volkov, dans son livre La désinformation, qui prenait l'exemple du président des États-Unis qui était présenté en photo, très sportif, très bien bâti, dans un hors-bord. Et à côté de lui, une charmante jeune fille qui aurait fait envie à tout le monde. Alors, la première impression, c'est de se dire, le président des États-Unis, il passe des bons moments. Et ensuite, on nous présente une autre image. Le même président des États-Unis, il n'y a que le président, en train de tenir le volant de son hors-bord. L'impression est différente. On dit, ce président, quel sportif! Et en réalité, le réel était tout autre. Il était en train de promener tout son ministère dans un immense hors-bord. Donc ça n'a rien à voir avec les deux premières impressions que vous avez eues. On est dans toute autre chose. Donc une image, comment une image peut-elle vous donner une certitude que vous connaissez le réel? Finalement, vous êtes victime de l'image qu'on vous donne. Et c'est cette image-là qui va vous donner ce que vous pensez. Regardez, dans l'ordre commercial, on utilise ça à outrance. C'est un fruit qui va être astiqué, brillant, qui vous donne envie de le manger. Celui qu'on vous vendra sera radicalement différent. Le plus grave, c'est que nous nous sommes tellement habitués à cette façon de connaître, qui nous repose, et qui s'adresse à un étage plus inférieur en nous, que nous avons pris l'habitude de croire que ce qui était présenté en image était plus vrai que le réel. Il y a de cela quelques décennies, la première fois qu'une publicité a marqué « vue à la télé », j'ai bondi. J'ai même explosé de rire, en disant « mais enfin, la réalité de la chose, c'est pas d'avoir été vue à la télé. Elle existe ou elle n'existe pas, elle est bonne ou elle est mauvaise, le vu à la télé n'a rien à voir avec le sujet. » Il a fallu que je me détrompe, car ce qui fait, aux yeux de nos contemporains, la validité d'une chose, c'est que c'est vu à la télé, et non pas que c'est bon ou que c'est mauvais. À partir du moment où vous l'avez vu, il y a une inversion radicale. Et ce qui est vu par le moyen électronique acquiert à nos yeux un label de vérité. La situation s'est très aggravée. On dit qu'actuellement, des enquêtes sociologiques qui sont faites révèlent que les enfants considèrent que la télévision dit toujours vrai, bien sûr, et que par ailleurs, quand ils interrogent leurs parents, les petits-enfants, ceux qui autrefois demandaient « Papa, pourquoi ?», ceux-là interrogent leur père pour voir si la réponse est conforme aux réponses qui sont données sur Internet. C'est-à-dire que le savoir du père, qui peut être fondé sur du réel, est passé au crible de ce que dit l'écran. C'est l'écran qui dit vrai. Et nous agissons ainsi d'ailleurs dans bien des domaines. On pourrait prendre des domaines qui sont des domaines médicaux, des domaines qui sont religieux. Et finalement, le référentiel de vérité pour nous, c'est d'être certain que ce qui est dit sur Internet ou ce qui est dit à l'écran est bien conforme à ce qu'on nous a dit ailleurs. C'est une inversion très grave. Et cette inversion s'est aggravée. Elle s'est aggravée parce que, avec l'ordinateur, quelques 25 ans plus tard que la télévision, on est venu intervenir dans l'image. Cette intervention se fait sur des surfaces très petites, de façon très simplifiée, du bout des doigts. Elle n'a rien à voir avec une intervention dans le réel tel que nous sommes amenés à le faire lorsque nous vivons. Ce n'est plus la vie dans le monde réel, c'est la vie dans ce petit aperçu du monde tel qu'on veut bien vous le montrer dans l'image. Et comme l'image frappe l'imagination, comme elle demande notre réponse d'une façon qui n'engage pas tout notre être, ce n'est plus l'être qui intervient, on ne met plus en jeu toute la responsabilité à la fois physique et morale, mais on s'est habitué simplement à avoir une sorte de réaction épidermique immédiate à ce qu'un écran dit, à ce qu'un écran fait. Ça remplace tout passage par l'intelligence et par le jugement. Il ne peut pas y avoir de jugement. Le jugement exigerait d'abord qu'il y ait des concepts, qu'il y ait des idées, qu'il y ait une comparaison des idées, même à très grande vitesse. Mais là, il n'en est pas question. Vous n'êtes pas sur des situations qui sont des situations qui vous développent le sens du jugement. Et du coup, nous voyons à quel point des enfants s'habituent à tuer sur un écran.
puisque ça n'est jamais que au bout d'un clic, sur une petite surface, on est en dehors du réel, il n'y a pas de responsabilité physique, a l'habitude de réagir à une image qui est déjà fausse. C'est l'imagination qui devient la maîtresse de notre comportement. Et notez que le phénomène n'est pas prêt de s'achever, parce que vous avez peut-être entendu parler de l'expérience assez récente de ce qu'on appelait les Google Glass, c'est-à-dire ces sortes de lunettes qui venaient apporter devant nos yeux des informations en même temps qu'elles en enregistraient pour les insérer dans tout ce que nous émettons à tout notre prochain. C'est-à-dire actuellement avec ce système des communications multiples, on est toujours en train de réajuster ce qu'on pense, ce qu'on dit, en fonction de ce que le prochain va dire à ce que nous avons dit. Et donc Google s'était lancé avec des lunettes de ce type-là qu'ils viennent de retirer après, semble-t-il, un certain échec commercial. Mais Microsoft vient de révéler au public, c'était le 21 janvier, qu'il est en train de préparer un produit qui nécessairement progressera par voie de miniaturisation, auquel on donne pour l'instant le nom de HoloLens. C'est en fait des lunettes qui font des images, des hologrammes, donc des images en relief. Évidemment, puisqu'il y a deux lunettes, on a le phénomène de relief qui est plus facile à créer. Ce sont des lunettes qui sont capables de vous créer une image virtuelle devant les yeux, tout en vous laissant voir par transparence le monde réel dans lequel vous êtes. Ça a l'air d'imaginer, ça a l'air d'amuser follement parce que on se dit ça va être extraordinaire. Alors vous pouvez rajouter un personnage dans la salle. Vous pouvez aussi imaginer qu'il y a un personnage que vous êtes en train de tuer. Vous pouvez imaginer des quantités de choses. Vous pouvez vivre dans un irréel complet qui est mêlé au réel. Vous ne savez plus où est le réel, vous ne savez plus où est l'irréel. Je vous laisse imaginer, si cette chose se développe, tous les débordements possibles. Les débordements moraux, sur la méchanceté, sur la haine, sur la pornographie, bien sûr. Je vous laisse aussi imaginer les débordements commerciaux. Vous pouvez être dans un magasin, on voit que vous commencez à vous intéresser aux chaussures et vous avez des publicités pour tous les magasins voisins. Donc vous imaginez le débordement, et ça, non seulement c'est un débordement imaginé, mais il a déjà lieu, en particulier à Dubaï. Vous imaginez pour les policiers. Les policiers, ils peuvent avoir, à partir du moment où vous avez des profils Internet, on est de plus en plus sur des logiciels qui cherchent à reconnaître les visages. Et bien à partir du moment où un policier vous croise, il peut avoir votre fiche complète. Celle que vous avez référencée vous-même, parce que vous êtes sur Facebook, parce que vous êtes sur d'autres réseaux sociaux, à cause de vos mails, à cause de tout ça. Finalement, le policier sait qui vous êtes. Alors il y a déjà des essais faits dans ce genre-là. Donc je vous laisse imaginer ce meilleur des mondes possible qui se présente. Mais, de l'autre côté de la barrière, ça signifie que nous, ou les nôtres, s'ils se mettent à utiliser ce genre de choses-là, vont devenir complètement fous. On va rentrer dans un monde de démence. C'est-à-dire que non seulement nous avons un monde où le passionnel remplace l'intellectuel, mais on va rentrer dans un passionnel totalement virtuel qui est mêlé au réel. C'est-à-dire que la distinction sera impossible. Et nous aurons des gens qui ne seront incapables de faire la distinction par défaut. Et donc, on arrive à une véritable éradication de la pensée. Et on s'en aperçoit, d'autant que bien des écoles, ce n'est pas le cas de Saint-Bernard, vous proposent bien sûr de faire des exposés, de faire des recherches, de faire des dossiers de toutes sortes, qui se font par copier-coller. Or, la plupart de nos jeunes qui font des dossiers par copier-coller font des travaux qui n'ont pas transité par l'intelligence, puisque ce sont simplement des choses que bien souvent, ils imaginent étant vaguement adaptées par mots qui se ressemblent à ce qui les intéresse, puis ils les collent les uns aux autres, mais il n'y a pas, ils mettent un donc entre chaque paragraphe, mais le donc n'a rien à voir avec la réalité. C'est donc une sorte de patchwork, permettez-moi le terme, cette sorte de kaléidoscope de pensée, mais ce n'est pas de la pensée véritable. Ni une analyse, ni synthèse, ni plan rigoureux. C'est une véritable maladie de l'intelligence. C'est un succès d'années de culture, de savoir. C'est la destruction de tout concept véritable. Et c'est l'incapacité jugée. Vous me direz, mais mes enfants sont dans une très bonne école, l'école Saint-Bernard. Ils apprennent à penser, ça les guette assez peu. Peut-être, au risque de vous faire mal, ça guette peut-être pas vos enfants tout de suite,
mais ça guette très couramment le troisième âge. Je vais vous dire pourquoi, ça n'a rien à voir avec Alzheimer. C'est que quand on commence à avoir un petit peu de disponibilité, parce qu'on est à la retraite, on passe un peu plus de temps sur Internet. Et comme on a vécu, on a des sujets qui nous intéressent. Et non seulement des sujets qui nous intéressent, mais qui nous passionnent. Alors, on acquiert une culture, sachant que la culture, qui est la culture d'écran, prend toujours le pas sur la culture véritable, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Par copier-coller de culture, on arrive à se faire une pensée, qui est tellement intensément vécue, puisqu'elle est vécue au niveau passionnel, qu'elle mérite d'être communiquée à tous les amis. Quand on est même relativement doué, on ouvre un forum. Et nous voilà partis dans cette vaste foire à la non-pensée et au non-jugement, où tout le monde est docteur est toute science. Imaginez que, je vais vous prendre le cas le plus ridicule, imaginez que ce soit en médecine, que vous n'ayez jamais fait d'études de médecine, que vous soyez spécialiste en électronique. Et puis que vous ayez commencé à avoir lu des articles merveilleux sur les effets de tel et tel produit, et que vous rentriez dans le combat. Dites-vous qu'à l'autre bout de la chaîne, il va y avoir des gens qui vont lire vos articles, qui vont, à cause de votre assurance et de votre savoir-faire sur une page Internet, vont même essayer ce produit. Ils en mourront, de toute façon, ils ne viendront pas se plaindre. Donc, entre-temps, vous avez introduit une espèce de culture qui n'était pas la vôtre, vous avez cru que vous étiez docteur, dans une science qui n'est pas la vôtre, et vous avez fourvoyé des gens dans une voie de garage. Vous trouvez ça en médecine, vous trouvez ça en sport, vous trouvez ça en religion, ô combien, vous trouvez ça en quantité de choses, en politique. Vous avez des gens qui n'ont pas fait les études adéquates et qui font des affirmations péremptoires qui sont fondées sur rien du tout. Et d'ailleurs, on rentre dans le phénomène des sociétés de pensée, c'est-à-dire que toutes les opinions s'affichent avec égalité et le but, c'est d'obtenir la meilleure audience possible. C'était le principe des sociétés de pensée avant la Révolution, qui est maintenant, qui a atteint son apogée actuellement avec les élections, puisque toutes les opinions s'expriment, bon, sauf celles qu'on interdit. Et l'essentiel, c'est d'avoir une méthode médiatique qui convainque le plus grand nombre de monde possible. Mais c'est aussi faisable, ça peut être réalisable à des petites échelles, et c'est ce qui se produit avec tous ces gens qui sont lâchés dans cette jungle d'Internet. Autant vous dire que nous sommes sur la pente d'un vrai naufrage de l'intelligence et d'un vrai naufrage du jugement, ce qui est quand même énorme pour un homme. Certains neuropsychiatres, surtout ceux qui sont spécialisés dans l'enfance, créent des alertes, en particulier récemment, certain Spitz, qui était neuropsychiatre à l'hôpital d'Ulm, a tenté d'écrire un livre. Tous les médias se sont mis contre lui. Et il parlait d'une régression intellectuelle qui conduisait à la démence. Carrément. Il disait que c'est ce qu'il observait, il est quand même neuropsychiatre. Donc lui, c'est un professionnel, c'est son métier. Et lui, là, il observait une véritable régression de l'usage du cerveau, une incapacité de s'en servir et des formes de démence, à cause de ce comportement qui est répété sans cesse. De gens qui n'utilisent plus. Les psychologues du monde scolaire s'opposent aussi à cette implantation des ordinateurs dans toutes les écoles. Car après une étude sur ordinateur, les enfants échangent des pensées de plus en plus courtes. Et il leur faut des pensées courtes, des phrases courtes, du prêt à penser. Sans parler du fait que ce prêt à penser est un prêt à penser qui s'échange dans une bulle, dans une petite sphère, qui est la sphère de la réponse qu'apporte l'adversaire informatique que vous avez en ligne avec vous. Et donc, là aussi, nous sommes dans une mauvaise construction de la personnalité, quelque chose qui est extrêmement grave. Et finalement, avec cette habitude de courir d'une information à l'autre, d'une idée à l'autre, on aperçoit un autre inconvénient du comportement, c'est l'instabilité. L'instabilité est à tous les points. Bien sûr, au niveau de l'enfance et de l'adolescence, on va le découvrir dans l'ordre de l'indécision. Parce qu'à force d'avoir des informations via le courrier, via les publicités, et aussi par l'intermédiaire de leur téléphone, ils ont toujours quelque chose d'autre qui se présente à eux, ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils vivent. Vous avez sans doute remarqué autour de vous que si vous avez un grand de 16, 17, 18 ans qui vous dit « Tiens, on m'a invité samedi, je vais à la piscine avec des camarades. » Vous dites « D'accord, tu peux aller à la piscine. »
Et puis brusquement, vous apprenez que le vendredi soir, non, c'est pas la piscine finalement, on va aller faire du hockey. Vous vous demandez pourquoi du hockey? Parce que c'est un autre groupe qui a proposé du hockey. Et finalement, quand ils vous quittent à 13 h, eh bien, ils partent faire du cheval. Parce que c'est encore un autre groupe qui a envoyé un SMS et ça paraissait plus intéressant. Alors, celui qui a organisé au départ la sortie piscine, il avait prévu qu'il en avait 15, à la limite il en aura 11, mais ça n'aura rien à voir avec ceux qui étaient au départ. Donc finalement, on est dans un système complètement ubuesque. Et j'ai failli dire quotidien. Il est quotidien et il est amplifié parce que les professeurs d'université et de grandes écoles ont pris l'habitude de demander à leurs élèves d'agir de la même façon. Ils sont toujours branchés et le professeur vous annonce dans la journée qu'il va faire un cours à 19 h. Et là non plus, je ne rêve pas, puisque là où je suis à Saint-Nicolas, nous avons combien de réunions? Et quand une réunion est prête, on apprend qu'un tel a appris en cours de route qu'il avait un cours. Alors comme les professeurs ont découvert qu'ils étaient libres, libérés d'une intervention, parce qu'ils font plusieurs métiers à la fois, et bien brusquement, ils vous appellent à la seconde. Vous imaginez, comment voulez-vous structurer une personnalité avec ce système-là? C'est totalement impossible. Et vous vous étonnez après qu'on ait des gens instables dans le mariage, instables dans la vocation religieuse, instables dans la poursuite d'un métier. Quand ils commencent des études, ils en changent 3 fois. Une fois, je veux bien, mais quelquefois, on en a certains, ils en sont à 3, 4 types d'études différents avant de trouver enfin une voie qu'ils vont finir par étudier. Le problème, il n'est pas de leur intérêt, il est dans la volonté. Car l'intérêt de l'intelligence, on peut le créer, il faut travailler, on s'intéresse à ce qu'on apprend. Mais la volonté, ça se forme beaucoup plus jeune. Et puis il est un autre domaine sur lequel ce genre de comportement a aussi un effet qui est un effet extrêmement grave. C'est tout ce qui est la sphère de l'affectivité et de l'amitié dans le sens noble du terme. L'homme est fait pour aimer, il est fait pour avoir des amis, il est fait pour avoir des contacts. L'amour s'apprend d'abord au contact de ceux qui sont à côté de vous, avec le contact de ses parents, de ses frères, de ses sœurs, de ses camarades multiples, on apprend à vivre avec autrui. On se prédispose ainsi à vivre avec le prochain, à être fidèle, à aimer, à aider. On peut se prédisposer même à la vocation ou au mariage. Il existe différentes sphères de l'amitié, tout n'est pas pour tout le monde. Il y a la sphère de la famille qui est intime, et puis celle des amis, plus ou moins proches. Il existe des gens vers lesquels il est nécessaire d'avoir une forme de savoir-vivre, qui est une forme élaborée de charité. D'autres pour qui le savoir-vivre est plus simple. Ainsi, on aura des comportements dans la famille qui a le droit de vous connaître sous certains jours, sous lesquels la place publique ne vous connaîtra pas. La charité est exigeante, elle a des conditions moins contraignantes ou différentes, disons, au sein d'une famille que sur la place publique. Désormais, comme on a des amis qui sont tous à part égale, qui sont tous en communication avec vous, qui apprennent tous que vous venez d'arriver chez vous, que vous avez déposé votre manteau, que vous avez envie de tousser, que votre mère est de mauvaise humeur, eh bien, nécessairement, les sphères sont détruites. Il y a une sorte de destruction de la pudeur, de destruction de ce bon sens, et on ne sait plus ce qui se dit à qui ou dans quelles circonstances. Et du coup, tout s'expose. Et tout s'expose dans le désordre et dans l'anarchie. Autre défaut, je vous parlais tout à l'heure de certains adolescents qui sont là à table, qui ont les mains sous la table, non pas parce qu'ils mangent à l'anglaise, mais parce qu'ils ont les doigts sur un clavier. Vous croyez parler à quelqu'un, et en fait, il parle avec quelqu'un d'autre. Vous croyez que vous avez votre enfant qui est présent, en réalité, il est absent. Et vous croyez que ses camarades sont absents, en fait, ils sont présents. Donc, la particularité originale de ce monde, avec ces communications multipliées, c'est que les absents sont présents et que les présents sont absents. Et ceci, d'un bout de la journée à l'autre. C'est une sorte de fonctionnement assez bizarre. En réalité, si on lui donnait un nom clinique, pardonnez-moi ce mot parce qu'il est quand même un peu violent, c'est typiquement ce qu'on appelle la schizophrénie. Et comptez le nombre de schizophrènes autour de vous, ils sont légion. En tout cas, on les fabrique. 2 personnes viennent-elles de se quitter? Elles sont déjà en train de s'appeler.
Deux jeunes, au lieu d'attendre le lendemain, communiquent à chaque instant les événements de leur vie de famille, les impressions, les modifications qui traversent leur esprit. Là encore, l'inconstance d'esprit. On ne vit plus dans ce que l'on est, dans ce que l'on fait, mais on vit dans l'inconstance. Et à partir de là, s'établit, surtout quand on grandit, et là je m'adresse plutôt dans le monde, au monde des adolescents et des grands adolescents, s'établit un univers de fausses amitiés. Les fausses amitiés parce que ces communications qui consistent à entrer en relation avec le maximum de personnes pour partager le minimum de choses intelligentes, et donc le médiocre de la vie, est quelque chose qui est assez ruineux. Il ne s'agit pas d'amis. Il ne s'agit pas d'amis parce qu'un ami se fréquente, parce qu'un ami est quelqu'un avec qui on parle de choses sérieuses, parce que les amis sont rares, les vrais amis sont rares, et surtout parce que, dans ce mode de communication, c'est nous qui décidons le reflet de notre image que nous voulons donner aux gens auxquels on envoie des messages. Et donc, on se met en relief, on se met en vitrine, on se met dans une sorte de... on se théâtralise. On se théâtralise parce que on a l'intention de paraître tel. En général, pas pour le plus brillant. Bon, il y a une phase où on s'efforce d'améliorer la mèche pour la petite l'image type que l'on va mettre sur sa page Facebook. Dans d'autres cas, au contraire, on cherche le jour où on était déguisé de la façon la plus laide. Mais on se théâtralise. Et puis après ça, on affirme ses sentiments. On se théâtralise. Et puis on dit, moi je pense qu'on se théâtralise. Les autres ne vous découvrent plus tel que vous êtes, mais tel que vous pensez que vous êtes ou tel que vous voulez paraître. Et donc, c'est un personnage qui est relativement faux, c'est une sorte d'immense farce dans laquelle on vend du travail de faussaire. Et c'est rarement les vertus qu'on met en relief, car il s'exerce une sorte de voyeurisme, en disant, tiens, il a osé, il a fait, elle s'habille ainsi, elle a une petite copine, il a une petite copine, etc. Donc, tout ça est mis sur la place publique, et ça incite les autres au mal. Je me souviens un jour dans le métro, un brave Africain qui était en face de moi, qui parlait avec un de ses amis. Et alors, ils racontaient tous les deux qu'ils étaient sur Facebook. Et alors, il y en a un qui dit qu'il était très content parce qu'il racontait plein de choses, il y voyait énormément de personnes. Et puis l'autre lui dit moi, j'écris rien. Il dit, t'écris rien? Non, non, non. J'ai même pas mis mon image. Non. Il dit, mais pourquoi tu y es? Il dit, eh bien, je regarde et je me marre. C'est du vécu, hein, ça c'est en face de moi dans le métro. Il avait raison. Il avait raison, lui au moins il avait tiré le bon parti de la chose. Oui, tout est perdu, le bon sens, le savoir-vivre, le sens de la famille et le sens de l'amitié. Mais ce qui est encore plus grave, vous voyez, c'est que quand il s'agit d'un garçon et d'une fille de 14, 15, 16 et au-delà, quels que soient les milieux, nécessairement, surtout avec les téléphones, ils ont bien sûr des carnets d'adresses où sont les adresses privilégiées. Et automatiquement, quand ils cherchent à remplir le vide, puisque sachez quand même que la moyenne nationale qui est parue là au début de l'année, c'est de 83 textos par adolescent et par jour. Hein. Donc il faut trouver le temps. C'est la moyenne, c'est donné par les grandes maisons de téléphonie. Donc quand il faut envoyer des textos, on tapote, et puis si véritablement votre interlocuteur ne répond pas, on en essaye un autre. Et comme on est dans un monde où on est un petit peu léger sur la mixité, on en envoie aussi bien à des garçons qu'à des filles. Des niaiseries, un bonsoir, un bonjour, une impression. Et on n'y voit pas malice, d'autant plus que nos jeunes, n'étant pas aguerris par la vie, ne savent pas ce que c'est que de déclencher les passions. Et du coup, ne les voient pas venir. Et ils peuvent avoir, par exemple un garçon, puisque nous sommes dans une école de garçons, avoir 5-6 filles avec lesquelles ils communiquent des impressions, au départ une fois toutes les semaines, plus tard tous les 2 jours, plus tard plusieurs fois dans la journée. Ils vous disent toujours, si vous leur demandez, mais vous êtes amoureux? Absolument pas. Et vous en avez 4 ou 5? Oui, mais c'est des bonnes copines, c'est tout, je ne suis pas amoureux. Alors, on regarde comment ils réagissent. Brusquement, il y a une de ces copines, qui n'est pas autre chose qu'une amie qu'il semble fréquenter comme ça, de loin, qui leur dit « Ah, j'ai le cafard, ma mère rentre à l'hôpital ». Alors, qu'est-ce que l'on fait?
on lui téléphone. Ou d'abord on échange un certain nombre de textos, puis tout à coup on lui téléphone. Puis si on a 18 ans, 19 ans, qu'on est en train de faire ses études, on dit bah, écoute, viens manger au restaurant. Alors on passe la soirée au restaurant. Bon, pendant ce temps, le travail scolaire ne se fait pas. Le lendemain, que fait-on? Eh bien, soit elle téléphone pour lui dire merci, soit elle téléphone pour savoir si ça va mieux. Et c'est reparti pour une discussion d'1h30. C'est comme ça toute la semaine. Et vous pensez que le cœur est insensible? C'est impossible. C'est impossible, ils ne sont pas en plomb. Par conséquent, le cœur est sensible. Mais le grand problème, c'est que la semaine suivante, alors qu'il avait décidé de rattraper le travail qu'il avait en retard, il y a une autre copine qui lui met un texto pour lui dire « J'ai raté mon permis de conduire ». Et c'est reparti pour un tour. Alors on leur demande « Êtes-vous amoureux ?» Ils vous disent non, mais ils sont quand même plus que de simples amis lointains. Et le problème, c'est qu'on établit une sorte de destruction des véritables sentiments. Et la conscience n'est pas clarifiée. Il y a des pseudo-passions d'amour à des degrés différents, dans lesquels ils ne voient rien. Finalement, ils sont incapables de se juger, ils sont incapables de porter eux-mêmes un jugement moral profond. Et encore, parce que là, je vous parle d'un milieu où on peut supposer qu'ils veulent garder une certaine pureté. Dans d'autres milieux, ils ne la gardent même pas. Et vous imaginez cette badinerie que ça peut entraîner. Et c'est d'autant plus difficile que, dans ce milieu des échanges de textes, ces milieux où tout est toujours communiqué sans cesse, c'est que lorsque l'un ne veut pas répondre, il se fait traiter de goujat. Alors, comme il a un cœur d'artichaut, ça l'embête de se faire traiter de goujat. Donc, il finit quand même par répondre. Donc, tout le monde est un peu harcelé les uns par les autres, et on n'arrive pas à en sortir. Tel est l'univers actuel des étudiants, au minimum, et des lycéens, dans beaucoup de cas. Vous voyez que c'est un univers qui est extrêmement malsain, mauvais, extrêmement difficile à clarifier, et assez perfide. En tout cas, c'est un chantier psychologique, et c'est une destruction des dispositions à l'amour marital. Et comme ces jeunes et ces adolescents ne sont pas habitués à faire d'examen de conscience sur les degrés auxquels ils sont sensibles, c'est-à-dire comment une passion peut s'être au moins en tout cas légèrement éveillée, ils ne pensent même pas qu'il puisse y avoir de faute, ou en tout cas de dérèglement ou de risque, parce qu'ils sont habitués à vivre dans une désinvolture avec ce genre de choses. Ça ne peut avoir que des inconvénients très graves, hein, puis de même quand dans les périodes de préparation au mariage. Hein. Ça peut avoir que des inconvénients très graves. Il y a quelque temps, j'entendais une personne, une jeune mariée, qui s'apprêtait à aller... Son mari était parti parce qu'il était parti juste pendant une semaine, parce qu'il avait des affaires à faire, il était parti à l'étranger, et elle apprend qu'un de ses anciens amis texto, comme ça, amis intenses, passait dans la ville où elle était. Alors elle se préparait, puisque elle n'avait pas son mari, à aller manger au restaurant avec lui. Je lui dis, mais madame, vous rêvez? Elle ne comprenait pas. Elle s'était formée complètement à cette psychologie, très risquée, très hasardeuse, où justement les degrés de passion sont dans un cafouillis invraisemblable. Elle s'y était habituée. Elle était mariée, vous imaginez le dégât possible. Alors je laisse ces quelques pensées dans un coin de votre mémoire pour les jeunes qui m'écoutaient en ce moment, et puis aussi pour les parents, car à mon avis c'est un phénomène extrêmement grave et extrêmement destructeur. Je pense que ça détruit la capacité d'aimer. Et finalement il reste un point qui est aussi très grave, très lourd, et beaucoup plus ample que vous l'imaginez, c'est le problème de la morale. Car ce n'est pas le tout, là je vous ai parlé des problèmes intellectuels, des problèmes affectifs, des problèmes du jugement, mais nous avons quand même des comptes à rendre à Dieu. La question sur laquelle nous serons interrogés, est-ce que l'état de grâce, de vivre en état de grâce, est-il ce qui importe le plus chez un homme ? Voilà la question que nous devons nous poser. S'il est vrai que sur le plan moral, la télévision, les films, les jeux vidéo, bien entendu Internet, ont modifié de fond en comble nos examens de conscience, il est vrai aussi que dans bien des cas, les examens de conscience se sont élargis en ce sens que bien des contemporains se sont habitués à ne plus nommer le péché là où il est. Quelles sont nos attitudes face à des films qui comportent des situations maritales douteuses, de la violence, de la haine, de la torture,
des habillements indécents, de l'impureté. On s'aperçoit que depuis l'arrivée de la télévision, toutes les consciences sont devenues de plus en plus élastiques, s'habituant à tout. De ce soit justement dans ce que l'on voit ou dans ces rapports garçon-fille dont je vous parlais tout à l'heure, dont on suppose au minimum qu'ils sont purs. Malgré tout, il y a des désordres passionnels. La conscience s'est élargie et on ne voit plus le mal où il est. On pourrait parler du devoir d'État. Le devoir d'État, qui est pour un père de famille de travailler dans son bureau, pour une mère de travailler dans sa maison, pour un enfant de faire son travail scolaire, pour un père d'être agréable à ses enfants quand ils rentrent, pour une mère d'être ouverte à ses enfants, et ainsi de suite. Quels dégâts! Quels dégâts dans le devoir d'État! Et pourtant, combien sont les personnes qui se posent la question en face de Dieu sur le plan moral? Que de temps perdu! Parfois je dis, mais prenez la peine d'avoir un bout de papier sur votre table et de marquer tous les soirs le nombre de minutes, simplement minutes, où il vous semble qu'au-delà de votre volonté propre, vous avez débordé de votre temps sur un écran. Vous serez effaré. Marquez-le, faites comme un examen de conscience. Tel jour 30 minutes, 45 minutes, quelquefois 2 heures, parfois un quart d'heure. Le point zéro est rare. Faites ce bilan-là, marquez-le devant vous. Et ça vous servira à faire vos examens de conscience. C'est votre devoir d'État qui prend des coups. Vous savez que des enfants qui ont des jeux vidéo, là aussi ce sont des études de psychologues scolaires, dès qu'il y a des jeux vidéo à la maison, ils s'efforcent de faire leur travail scolaire à une vitesse, ils prennent 30% de temps de moins que les autres. Donc ça veut dire qu'ils les bâclent, car évidemment ce ne sont pas les premiers de classe. Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui travaillent les mathématiques et le français avec des messageries ouvertes, des téléphones qui, au lieu d'être posés dans l'entrée de la maison, sont sur leur table. Bien entendu que le travail ne se fait pas. Les pères de famille qui rentrent le soir et qui se remettent sur un écran, qui se revissent sur un écran. Là aussi, le devoir d'État n'est pas à sa place. Ces gens qui traînent à régler des problèmes qui n'ont pas besoin de traîner parce qu'ils sont sur un écran. Et puis, autre aspect qui est au-delà du devoir d'État, la confiscation de l'éducation par les médias. Car ce sont les parents qui éduquent. L'esprit d'une famille, les conversations de famille, les amusements, les jeux, les vacances, ce sont les parents qui décident. Ce ne sont pas les médias. Ce que l'on pense d'un événement historique, d'un événement politique, ce sont les parents qui sont capables d'apporter un jugement. Ce ne sont pas les médias. On pourrait mettre aussi un autre aspect qui est extrêmement grave sur le plan de la morale. La perte des repères de la justice et de l'honnêteté. Car, outre dans ce que je vous disais tout à l'heure, regardez actuellement, quand on vous dit il est interdit de copier un film, il est interdit de copier une musique. Qui vous le dit? Un trust. Pourquoi? Parce qu'il lutte contre un autre trust qui lui les diffuse et se paye avec des publicités. Lequel lutte contre un troisième trust qui lui cherche à avoir des choses de plus en plus lourdes parce que ça oblige à changer d'ordinateur et lui il vend des ordinateurs. Ce qui fait que finalement, toutes ces questions de morale ne sont pas des questions de morale, on ne sait pas qui est en train de tromper qui. On est dans un monde de brigands, un monde de voyous, et ils sont tous en train de se tromper les uns les autres. Et nous on essaye de nous donner des grandes lois morales. Mais on ne sait pas où elles sont. Elles sont absolument indéterminées. Sans parler que, comment voulez-vous, pour un jeune, comme pour un adulte d'ailleurs, on lui dit voilà, il est interdit de copier une musique, mais pratiquement en parallèle, quand vous avez la réponse sur les moteurs de recherche, vous avez l'endroit pour la charger gratuitement. On est dans un monde de cinglés. On vous dit que c'est interdit, en même temps vous avez l'endroit pour le prendre gratuitement. Alors comment voulez-vous alors? Du coup, la personne qui croit avoir transgressé, j'en pense un catholique honnête, qui voudrait être honnête, il fait quand même le péché, mais il a l'impression que c'est quand même un péché, puis il se dit que c'en est pas un, il est en train de détraquer sa conscience. Et je peux vous garantir que ce genre de dérèglement, nous les sentons. Nous les sentons parce que quand nous avons affaire aux adolescents, on a un problème de repère, de justice et d'honnêteté qui est très grave. Je me suis beaucoup occupé du scoutisme, je peux vous dire qu'en 25 ans ou 30 ans, il y a une très grosse dégradation, car les consciences de nos jeunes ne sentent plus les malhonnêtetés, les tricheries, ils s'en vantent et les trouvent normales. Mais là, c'est un monde qui les a exercés à cela. Autre aspect moral, la nuisance au prochain, l'atteinte à la réputation, l'agitation révolutionnaire,
Je vous parlais tout à l'heure de ces gens qui se précipitent sur des forums, qui se créent comme docteurs en toute science. Imaginez que dans un village, vous ayez un très bon club de volley-ball. Et puis que, brusquement, on demande au maire de faire une amélioration des terrains de volley-ball. Que le maire refuse parce qu'il n'a pas d'argent pour l'instant, il fera ça dans 3-4 ans. Aussitôt, il y a des gens pour, des gens contre. Ceux qui savent manœuvrer sur Internet vont faire une cabale contre le maire, contre le club de volley-ball qui s'est plié à l'idée du maire, contre... Et au bout d'un moment, c'est le chantier, c'est la révolution, c'est la destruction de la paix qui existait dans ce petit monde du volley-ball, dans ce village. En fait, ce sont les techniques révolutionnaires qui sont dans les mains de tout le monde. Tout le monde peut faire ça. Nous nous en plaignons, par exemple, dans nos institutions religieuses. Mais c'est devenu presque le b.a.-ba, c'est à la portée de tout le monde. Ça existe dans les institutions religieuses, dans les institutions médicales, dans les institutions sportives. C'est le problème partout, c'est la révolution partout. Et personne ne se pose la question, devant Dieu, aurais-je à répondre de la nuisance au prochain et du champ de ruines que j'ai laissé derrière moi? Personne ne se pose cette question. Et puis, bien sûr, on ne peut pas omettre non plus la marée pornographique, cette licence des mœurs sur Internet qui est un fléau qu'on ne sait plus comment endiguer, puisque pratiquement, en recensement de sites interdits, en principe interdits, on recense actuellement 1 200 000 ou 300 000 sites pornographiques, alors que tous les autres, on est à 200 ou 300 000 seulement. Et on sait très bien que c'est l'essentiel du commerce. Du coup, il y a toujours moyen de passer au-delà des verrous, il y a toujours moyen de tomber sur des images malsaines, avec ou sans protection, parce qu'elles viennent par d'autres mots-codes, parce qu'elles viennent par d'autres publicités, parce qu'elles viennent par d'autres moyens. Il y a des parents qui se rassurent, en disant « mais je surveille ». C'est faux. C'est faux parce que surveiller, c'est regarder le même écran que ses enfants en même temps qu'eux. Autrement, vous ne surveillez pas. Vous n'imaginez pas, vous savez, quand une maman a son enfant qui regarde Internet dans le couloir et qu'elle a du lait sur le feu, pour reprendre une expression bien commune, elle empêche le lait de déborder. Et pendant ce temps, c'est l'enfant qui déborde. Et lui, c'est vite fait. Et ça suffit pour qu'il commette des péchés. Et d'autres n'imaginent même pas l'ingéniosité de leur progéniture face à cet attrait de la chair qui est très jeune finalement, et face à l'apparente innocence. Vous leur donnez une tablette de jeu, et vous n'avez pas fait attention qu'en fait il y a une petite icône dans un angle qui dit qu'on peut se mettre sur la Wi-Fi de la maison. Ne vous inquiétez pas que votre fils, lui, le sait. Et il s'y sera mis. Et il a 11 ans, ou il a 10 ans. Et qu'il y a forcément, nécessairement un jour où il ira regarder de la pornographie. Et on voit de plus en plus de parents qui tout à coup découvrent avec horreur ce phénomène-là, parce qu'ils n'y avaient pas cru, parce qu'ils avaient protégé. Puis il dit, mon petit, il est tellement mignon, il est gentil, vous comprenez, puis plus il sert la messe, et puis vraiment, lui, il m'a toujours dit qu'il voulait devenir prêtre, enfin que sais-je, on en invente. Et oui, mais on découvre parce qu'il a regardé de la pornographie. Et oui, mais parce qu'il y en a tellement partout. Et parce qu'on n'a d'abord pas commencé par les attitudes élémentaires. Et la première attitude élémentaire, c'est de ne pas leur donner des ondes partout, qu'ils les distribuent quand ils veulent. Moi, je ne comprends pas, mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse donner un téléphone à un adolescent avec liaison sur Internet. Pour moi, c'est en dehors de mes cases mentales. Parce que le cas de celui qui y résiste est tellement anecdotique qu'il mérite à peine d'être cité. C'est un peu... Je me souviens, c'est un grand de 16 ou 17 ans, qui disait ça il y a quelques jours à sa maman, à propos du suivant, qui avait 14 ou 15 ans. Il disait, mais maman, c'est comme si tu nous donnais une pile de journaux pornographiques avec mission de ne pas y toucher. Voilà, c'est tout. Donc vous demandez quelque chose qui est surréel. Vous ne pourrez pas obtenir gain de cause sur ce sujet-là. Donc il n'y a pas de raison de donner ces libertés, cette ouverture aux enfants. Et du coup, on peut avoir des inquiétudes, parce que parfois, ils vont chez les grands-parents. Et chez les grands-parents, c'est reparti, il y a la Wi-Fi partout, ils ont Internet parce que les grands-parents ne savent pas comment les occuper. Mais il faut arriver avec des conditions, il faut mettre des verrouillages. Il n'est pas dit qu'ils ne succomberont pas, mais déjà protéger autant que vous pouvez l'univers dans lequel ils sont, pour les aider à la vertu. La vertu est une conquête qui n'est déjà pas facile. Ne multipliez pas les embûches.
Il y en a qui disent c'est une question d'éducation. Non, c'est pas qu'une question d'éducation. Il y en a d'autres qui disent mais mon fils m'a déçu, il n'a plus ma confiance. Non, il a encore votre confiance, mais simplement vous l'avez mis dans des conditions qui sont trop difficiles pour l'attrait de la chair. Par conséquent, il faut être attentif à cet attrait de la chair qui est violent et sur lequel il faut essayer d'aider les jeunes qui sont en train de constituer leur vertu. On ne va pas multiplier les embûches. Imaginez que vous ayez un enfant qui soit kleptomane, ça arrive de temps en temps, qui vole. Vous n'allez pas faire exprès de multiplier ses trajets au supermarché, de lui donner de l'argent à volonté en disant « je te fais confiance, c'est pour t'éduquer ». S'il a ce vice-là, vous allez restreindre et essayer petit à petit de le sortir de cette ornière. Mais sur la difficulté pour conquérir la pureté, elle est pour tout le monde. Autant en tenir compte et faire tout ce qu'il faut pour éviter les tentations et les chutes, parce que de toute façon, nul n'ira vous parler de ces tentations et de ces chutes. Le drame, c'est qu'on fabrique une génération, mais vraiment une génération qui a visionné des minutes durant, à supposer que ce soit que des minutes, des vidéos dont on pouvait ignorer l'existence toute sa vie. Et la génération est ainsi actuellement. Et on peut dire que ça a touché presque tout le monde. Et finalement, c'est gravissime. C'est gravissime parce que ce ne sont pas les victimes qui vous en parleront, mais c'est une arme très grave pour la suite de leur vie. Comment voulez-vous qu'ils aient un sens noble du mariage? Comment voulez-vous qu'ils aient un sens beau de l'amour qui se donne? Comment voulez-vous que le garçon ait un regard noble sur la fille et la fille un regard noble sur le garçon, quand l'éducation est dévoyée de cette façon-là? Comment voulez-vous que les vocations arrivent à éclore? On se plaint du nombre faible de vocations, non pas absolument faible, puisque nous en avons, et nous ne devons pas nous plaindre par rapport au reste de l'Église dans sa déchéance. Mais malgré tout, notre nombre est en proportion plus faible qu'il ne devrait être. Mais vous avez deux motifs, à mes yeux, qui sont absolument résumés dans ce que je viens de vous dire, la chair, et d'autre part, l'indécision. À partir du moment où vous avez des gens qui ont vu, qui se sont accoutumés à des tentations d'une extrême violence qu'ils n'auraient probablement pas eu à ce point-là, et que par ailleurs, on les a habitués à être des papillons, à changer d'avis, changer d'informations, à n'avoir que des informations passionnelles et imagées, quand ils arrivent aux grands obstacles qui les obligent à s'engager, en particulier dans la vie religieuse, on n'a pas des hommes constitués. Et donc il y a un défaut qui les gêne et qui les empêche de perdurer dans ce qu'ils font. C'est donc des choses qui sont extrêmement graves. Alors je voudrais vous conduire à quelques résolutions concrètes, à quelques éléments d'examen de conscience. D'abord un examen de conscience. Quand vous ne l'avez jamais entendu, des questions que vous ne vous êtes peut-être pas posées, qu'il faut se poser face à Dieu. Quand un sujet m'intéresse, est-ce que je cherche à réfléchir, à retenir, ou est-ce que je me contente de copier dans l'ordinateur après une brève lecture? Autre question, m'arrive-t-il de combler l'oisiveté en me mettant devant un écran sans savoir vraiment ce que je vais faire? Autre question, si j'ai des enfants, des petits-enfants, ai-je la légèreté de me réfugier sur le fait qu'ils sont de bons enfants de toute confiance pour ne pas être présents à leurs activités sur écran? Autre question, suis-je parfois un curieux des éléments insipides, médiocres, malsains de la vie des autres, en aimant à flâner ou à les lire? Autre question, peut-être encore plus dure, suis-je capable de rester seul, de faire un trajet, d'aborder des heures de travail ou de silence sans envoyer de textos, de messages, de téléphone, qui pourraient être remis à plus tard ou même ne pas exister? On peut aussi se demander, suis-je un intervenant incompétent qui se plaît à donner des avis sur des forums, un impulsif qui émet son avis au bas des pages qu'il sollicite? Et puis, une question plus générale, est-ce qu'afin de résister plus facilement au péché, je suis moi-même dans des conditions d'usage qui réfrènent les tentations? Est-ce que mes appareils électroniques sont dans des pièces communes dans la maison? Vous voyez, vous êtes là, je vois qu'il y a parents et enfants ce soir. Après m'avoir entendu, c'est une décision qui est élémentaire. Que ce soit avec une arrivée qui soit la même pour tout le monde et que ce soit dans une pièce où tout le monde puisse voir ce qui se passe. C'est déjà une des premières mesures élémentaires pour
s'auto-aider les uns les autres à la vertu. Et en résumé, est-ce que je suis maître de ma machine ou est-ce que c'est elle qui m'impose ses horaires ou qui s'impose à moi? De répondre à toutes ces questions, c'est savoir, somme toute, quelle est la grandeur de votre personnalité et quelle importance vous donnez à la vie de la grâce et à l'intériorisation de l'homme. Je pense que vous voyez immédiatement quelles sont les résolutions concrètes. S'il est vrai, comme je vous ai dit, qu'un ordinateur ne devrait jamais être dans une pièce privative, que le téléphone de vos enfants devrait être déposé à l'entrée de la maison, déjà, c'est dommage s'ils sont Internet, et que par-dessus le marché devrait être à l'entrée de la maison et qu'ils s'en servent aussi ailleurs que dans leur chambre. Il ne faut pas non plus laisser son travail, son temps absorbé par ces appareils. Ce sont des instruments, et des instruments qui plus est qui sont dangereux. Un instrument peut en avoir besoin, même de nombreuses heures, mais ce sont des instruments. Un exemple viendra à notre secours, il est très facile à comprendre. Dans vos instruments de jardinage, vous avez les tronçonneuses. Vous sortez avec la tronçonneuse pour faire un certain nombre de choses. Et ensuite, vous vous empressez de la ranger. Si l'un d'entre vous dit brusquement à son fils qui a 14 ans « Tiens, je te la laisse une petite demi-heure si tu veux t'amuser avec », on va dire « Il est complètement fou ». Envers notre âme, l'ordinateur, c'est un peu la même chose. Il faut reconnaître que malgré tout, pour notre intelligence, pour notre sens du travail, pour notre intériorisation, pour notre sérieux et pour l'état de grâce, c'est un instrument. Et on ne dit pas, tiens, va t'amuser avec le temps que ça te plaira. Il faut garder l'habitude de former nos intelligences au raisonnement spéculatif. Il faut garder sa liberté de jugement en dehors des écrans. Il faut lutter contre la paresse intellectuelle en lisant, en discutant. Et puis, il faut rester dans les règles strictes qui nous sont utiles. Donc, regardons quelles sont les corrections à apporter dans notre devoir d'État, dans nos relations avec les autres, dans la réputation envers les autres, dans la vie de famille. Regardons ce qu'il faut restaurer dans la vie de famille, envers la pureté, envers la vie spirituelle. C'est en fait ce qu'un prédicateur appelle un règlement de vie. Lorsque vous faites des retraites, on vous dit « partez avec un règlement de vie ». Je voudrais vous donner quelques germes d'espérance et vous donner un petit peu l'éclairage qui devrait guider toute votre vie et celle de l'éducation que vous donnez. Cette fresque des dernières années, avec les apports techniques, met en relief toutes les épreuves de la destinée humaine. Bien des découvertes, bien des progrès, seraient des perfectionnements considérables, merveilleux pour l'existence, si l'homme trouvait la juste mesure à son emploi. Et tous ces appareils énoncés devraient unir les amis éloignés, permettre d'échanger des documents avec aisance, autoriser à avoir des bibliothèques entières, ouvrir l'esprit sur des choses ignorées, mais plus les inventions éveillent des comportements primaires, passionnels, charnels, plus il devient difficile de les restreindre à leur unique domaine d'utilité. Et face à cette accélération imprévisible, il faut reconnaître que notre génération s'est généralement brûlé les ailes, par excès, par manque d'équilibre, et cet équilibre n'est pas facile à trouver. Les sollicitations sont très nombreuses, très accessibles, et elles anesthésient les comportements. Et donc nous avons besoin d'une force qui nous dépasse, et cette force, c'est la force surnaturelle. Vous ne pourrez pas résister si vous n'agissez comme des chrétiens. À l'époque des Jeux du cirque, c'était héroïque d'être chrétien, car on avait toutes les chances d'être saisi et d'être mis à mort. À notre époque, la mise à mort est beaucoup plus sournoise, beaucoup plus diffuse, et elle est sans douleur. C'est de sombrer dans le matérialisme, l'impiété et la chair. Et notre siècle sollicite plus encore que les premiers siècles l'héroïsme, un héroïsme véritable. Et cet héroïsme, ce ne sont plus les corps qui sont mis à mort, ce sont les âmes. Le martyr quotidien, c'est ceux qui acceptent de vivre du message de la croix. C'est un immense combat de l'enfer contre les âmes qui débordent très loin ce qu'on pouvait imaginer.
vous êtes les parents, vous êtes les jeunes de ce monde actuel, dans des situations bien concrètes, et il faut pour vous un mélange d'armes naturelles, de vigilance naturelle, et d'armes surnaturelles. Car Jésus nous en a prévenu lui-même. Il n'y a pas de règle absolue pour supprimer l'ivraie dans le champ du maître. Vous ne parcourrez pas votre vie sans qu'il n'y ait de nouveaux pièges. J'ai évité, autant que faire se peut, de citer seulement des méthodes, sachant que les technologies iront en s'accélérant, que le génie d'inventif des hommes se multipliera. Mais il faut vous rappeler que dans ce combat, plus nous approchons du combat de la fin des temps, plus la chance de rester persévérant est restreinte, plus le combat est dur. Et vous aurez toujours l'ivraie mêlée au bon grain, il faut donc ouvrir les yeux. On entend le cri d'alarme de Jésus, quand le Fils de l'homme reviendra, retrouvera-t-il la foi sur la terre? Eh bien, le plus fréquent, c'est de perdre la foi par la perte de la morale. Et c'est véritablement le chemin dans lequel s'engouffrent des millions, pour ne pas dire des milliards de personnes. Et quand s'y ajoute la pauvreté d'une intelligence déformée, d'une volonté sans souffle, et finalement d'une écoute exagérée de nos passions, eh bien, on tombe absolument dans le débordement, les débordements les plus faciles sans que rien ne nous arrête. La grâce s'épanouit, mais quand on prédispose un peu la nature. Vous voyez, la grâce pardonne tout, mais la nature capitalise les erreurs. Il existe des saints infirmes, mais ce ne sont pas eux qui se sont mutilés. Alors que de nos jours, très souvent, ce sont les parents, les enfants, les jeunes, qui mutilent eux-mêmes tous les moyens qu'ils ont de se défendre. Ils tuent leur capacité de s'intéresser intellectuellement aux choses, ils tuent leur volonté, ils tuent leur force d'âme. Et après, comment sont-ils capables de lutter et de laisser la place à la grâce de Dieu? Par pitié pour la jeune génération, pour la beauté de son intelligence, pour la force de sa volonté, pour la grandeur de sa capacité d'aimer, pour la pureté de sa vertu, les parents doivent s'efforcer de retrouver les fonctionnements naturels et de les privilégier dans leur famille, avec un usage limité des images, des spectacles, avec des rapports véritablement humains, avec une vigilance dans tous les domaines. Et parmi les grands éléments qui permettent de rester debout, la seule réponse que nous puissions trouver, c'est l'esprit, la perfection évangélique, c'est-à-dire l'esprit de pauvreté. C'est l'élément prédominant, c'est l'amour de la croix. C'est l'usage raisonné et raisonnable des choses de la terre. Quelquefois, vous voyez, dans les petites habitudes que vous donnez dès la tendre enfance, où vous cédez à tous les petits caprices, à toutes les petites habitudes, à toutes les sucreries, à tous les désirs de vos enfants, vous ne prédisposez pas à l'amour de la croix. Ou peut-être parce que certaines détentes sont trop coûteuses, parce que certaines activités utilisent trop d'argent. Vous ne donnez pas l'habitude d'un usage raisonnable des choses qui nous entourent. Et ce n'est pas l'amour de la croix, ce n'est pas l'esprit de pauvreté. Et quand on fait l'impasse sur la croix, alors on fait l'impasse sur la vie de la grâce. Et la lutte est tellement grave dans cette lutte moderne que le clivage est de plus en plus fort, ne résisteront que ceux qui ont l'esprit de pauvreté et l'amour de la croix. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort parlait d'une façon prophétique des apôtres des derniers temps. Car plus le monde avance, plus les risques de damner son âme se font par une sorte de fascination et de séduction, tant par les erreurs du monde, menaçant les élus, que par les fascinations du matérialisme. Et il faut rappeler que les appelés de Dieu ne pourront tenir ferme qu'avec une aide très particulière de la Sainte Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous l'a enseigné. Consécration à son service, dévotion profonde, chapelet quotidien semble être incontournable pour trouver le véritable chemin dans cette débâcle universelle et reprendre le goût de la véritable liberté de l'esprit, celle qui est l'épanouissement de l'œuvre de la rédemption dans nos âmes. Voilà le message que je voulais vous laisser pour ce soir.